tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous propose un lundi sur deux d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du nord de la France. Je suis persuadée que le succès se construit partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie tous ceux qui l'ont écouté avec bienveillance. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître La Boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Majdouline Sbaï. Majdouline est une sociologue, experte en mode circulaire, qui a lancé les Fashion Green Days à Roubaix. Mais avant cela, à l'issue de ses études, elle a fondé l'Université populaire de Roubaix. Elle a ensuite été élue à la région Nord-Pas-de-Calais. Après son mandat, elle a choisi de se tourner vers le textile et son industrie afin d'être au cœur de la révolution en cours dans ce secteur, notamment via l'économie circulaire. Notre conversation a duré un peu plus d'1 heure. Majdouline est passionnée par le textile, mais aussi par son territoire et la façon de remettre l'humain et le respect de l'environnement au cœur du processus créatif et de la fabrication du vêtement. Avec Majdouline, nous avons parlé de Pierre Bourdieu, de l'urbanisme des années 70, de mode, d'éthique et d'une multitude d'initiatives pour faire de la mode un secteur plus vertueux. Je m'arrête ici et vous souhaite une belle découverte de notre conversation. Bonjour Majdouline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. J'aimerais bien commencer, si tu es d'accord, par ton parcours. D'abord la partie études, si tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait comme études, parce que j'ai vu que tu avais fait Sciences Po, qu'après tu étais partie à Nice, à Sophia Antipolis. Donc ça m'intéresse de savoir comment tu as choisi Sciences Po, pourquoi, ce que tu as appris, ce que tu as cherché après en allant à Sophia Antipolis. Oui, alors du coup, moi j'ai commencé par des études de sociologie. D'accord. Parce que j'avais découvert Pierre Bourdieu au lycée et que j'avais trouvé absolument fascinant cette idée de dévoiler au travers de travaux de recherche les inégalités qui existent dans la société et en les dévoilant leurs mécanismes de pouvoir agir. Donc ça, ce point de vue-là ça avait été un peu une révélation. La lecture du livre Les héritiers venait valider ce que j'avais sous les yeux. Les héritiers, ça raconte la reproduction sociale. Ça raconte comment seulement 4,6% des fils ouvriers en 1970 avaient passé le baccalauréat. Et moi, ce que je voyais sous mes yeux, c'était une reproduction sociale, c'est-à-dire des gens autour de moi et moi-même qui avaient moins de chances de réussite parce que le milieu dans lequel on venait, ce qui était contradictoire avec la promesse républicaine, avec le discours des enseignants qui n'arrêtaient pas de nous dire si on veut, on peut, etc. Et moi, je voyais bien que c'était plus compliqué selon d'où on venait. Donc, j'entame des études de sociologie sans projet professionnel très établi, par passion totale. J'avais pas de logique de carrière, etc. Très vite, je m'intéresse beaucoup à l'art. Enfin, j'aime l'idée de faire des études. J'aime le fait d'étudier, le métier de chargé d'études en quelque sorte, c'est-à-dire de faire des diagnostics de territoire, de regarder ce qui se passe autour de nous et d'utiliser les théories des sciences sociales pour le comprendre. Et en fait, avant même d'avoir terminé mes études, donc à l'époque, je terminais ma maîtrise de sociologie, je suis recrutée parce qu'il y a les emplois jeunes et moi je viens d'un milieu très, très modeste et donc la question de financer des études longues se posait et comme je me retrouve un peu coincée parce que j'avais choisi une formation qui n'était pas couverte par les bourses du Crous, donc je n'avais pas le choix, il fallait que je travaille. Donc je choisis de travailler très vite et je trouve un super poste, puisque j'ai beaucoup de chance. Je suis recrutée comme chargée de mission politique de la ville au niveau régional et je travaille entre le préfet, la préfecture du Nord, du Nord, en l'occurrence du Nord-Pas-de-Calais, et un organisme public pour gérer la mise en place de nouvelles dynamiques de lutte contre les inégalités et de lutte contre le racisme dans la région. Donc vraiment une expérience super. Et très vite en fait, j'occupe ce poste et je fais le job et je bosse tout ça, et tout en ayant en parallèle
parce que j'ai toujours une activité associative très importante. Donc je continue mon activité associative. D'ailleurs, je faisais de la radio libre. J'étais dans une association d'éducation populaire de jeunesse, les Scouts musulmans de France, etc. Je continue. Et puis, à un moment, quelques mois plus tard, donc ça a duré 1 an. Alors j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu mon bac à 17 ans, du coup j'étais tout juste quoi. Donc je fais 1 an, je bosse pendant 1 an à temps plein, mais en fait quand je reprends mes études, j'ai le même âge que mes collègues et c'est là que je rentre à Sciences Po. D'accord. Donc je rentre en master en 3e cycle. J'ai adoré cette expérience, c'était fantastique. J'ai rencontré des professeurs qui sont toujours des amis. Parce que j'avais quand même un background militant, déjà militant politique, militant associatif et professionnel, qui créait plus de liens, en fait, plus de proximité. Et mine de rien, le fait d'avoir un cursus fondamental en sociologie faisait que j'avais vraiment des connaissances, puis j'étais passionnée. Donc, du coup, j'ai créé des liens très, très forts avec des enseignants comme Bruno Villalba, Pierre Mathieu, Rémi Lefebvre, etc., qui enseignait là. Et puis, je continue mon parcours. Tout de suite après ma formation, je suis recrutée pour cette fois un vrai job de conseiller technique politique de la ville en Picardie au niveau régional. J'ai 23 ans, 22-23 ans. Donc, c'est juste pas... pour moi, j'avais pas de logique de carrière, mais c'est juste... ce qu'on peut espérer de mieux en ayant un cursus en sciences humaines, pas forcément en Sciences Po, où les gens sont en capacité de pouvoir avoir une logique de carrière. Moi, j'avais pas du tout ça. Combien on gagne, l'important c'était de gagner sa vie, de pouvoir manger, se loger. Enfin, moi j'avais été élevée dans des conditions qui faisaient que déjà gagner un salaire c'était incroyable. Un SMIC, on pouvait vivre et s'acheter des vêtements et s'acheter des choses, c'était peut-être une voiture, enfin c'était fantastique. Donc là, me retrouver concert technique dans les conditions qui sont de bonnes conditions et tout ça. Ouais, je commençais voilà, c'est très bien. Et puis, le sujet de fond, pour moi, c'était toujours qu'est-ce que je peux faire, quoi, qu'est-ce que j'ai comme activité, comment ça sert à la société. Et je travaillais à la réduction des inégalités territoriales dans un territoire qui est la Picardie, pour des quartiers politiques de la ville. Et puis, j'avais l'intuition que toutes les mesures d'accès à la culture, d'accès à l'emploi, bien sûr, tout ce qui est accompagnement social, tout ça, n'était pas à ce moment-là était utile, devait continuer. Mais en fait, j'avais ce sentiment profond que la question, c'était le développement durable du territoire. Ça n'était pas suffisant en soi. Et ça concernait tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait fait un développement non durable des territoires, avec des choix d'investissement, des choix d'aménagement urbain, qui allaient contre la préservation de l'environnement, contre le fait que les gens puissent vivre en harmonie avec leur environnement. C'est la nature, la façon dont on s'alimente, etc., est constitutive de notre bien-être. Aller contre le fait que les gens créent des liens entre eux, etc. Et donc, je commençais à découvrir les travaux de Pierre Rabhi, qui est un écologue qui travaille sur la façon dont on peut mieux cultiver la terre, mieux nourrir les gens et créer justement des communautés de vie plus humaines. Je commençais à m'intéresser à plein de travaux de ce type. Et puis, du coup, j'étais en dissonance. C'est-à-dire que j'adorais les gens avec qui je travaillais, je les adorais, j'adorais ce que je faisais parce que c'était super. Et en fait, au bout d'1 an, parce que ça ne dure pas longtemps, je me souviendrai toujours, je travaillais tout repéré, j'envoie une candidature à un master qui s'appelait le Master Gestion de la planète. Donc, je me dis, ça, c'est pour moi. Je veux sauver la planète. Et je crois que sauver la planète, c'est aussi sauver les gens qui sont en difficulté, qui souffrent, qui sont pauvres. Voilà. Cette logique-là, elle me quittait pas. Et donc, voilà. Et je me dis, bah oui, Nice. Bah, c'est pas grave. J'irai à Nice. Donc, c'était vraiment un acte de conviction, un acte de foi, je crois. Et une autre façon de régler les problèmes auxquels on est confronté. Dans le vivre ensemble et tout ça. Et donc, je fais ça. Et puis, je me retrouve donc à Nice. Donc, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il y avait 700 candidats pour 30 choisis. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais la seule issue de sciences humaines. Tous les autres venaient des sciences dures.
Et donc, je me fais 1 an de sciences dures. Un an de sciences dures. Plus ingénieur, en fait, quelque part. Oui, voilà, parce que c'est une vraie formation en ingénierie de l'environnement. Alors, je vais faire un saut dans le temps. Donc, je me forme à ça. Je travaille sur les émissions de gaz à effet de serre d'un aéroport, sur l'aménagement, donc vraiment l'aménagement urbain au sens hard du terme, c'est-à-dire vraiment la logique de planification du territoire à la DTE du Var, etc. etc. Donc, je travaille sur des trucs très techniques et tout ça. Je calcule les émissions, je fais des bilans carbone, des certifications qualité, sécurité, environnement, enfin tout. Et je fais ça pendant 1 an parce que c'est une formation qui est professionnalisante. C'est un master de professionnalisant. Et je reviens dans la région. Et là, je fonde l'université populaire avec un copain. Donc en fait, je me dis, bon, il n'y a pas de métier qui me correspond. Il n'y a qu'un truc qui me correspond, c'est de faire ce que j'ai envie, d'approfondir les sujets qui m'intéressent et de faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre des projets de développement local qui soient durables et qui répondent à ces questions-là. Et je commence avec un copain qui s'appelle Vincent Boutry, qui lui avait une boîte d'insertion, donc venait aussi comme moi de la politique de la ville quelque part. Et je fonde cette université populaire. Et on organise des conférences avec tous les gens, enfin des gens, plein de gens, dont Pierre Rabhi que j'ai déjà cité, mais des gens comme Gérard Noiriel qui est un historien, des gens, enfin, je ne vais pas faire la liste, mais enfin, chaque mois on recevait quelqu'un de différent, des gens plutôt connus. Et on leur proposait à chaque fois de faire une conférence et un séminaire. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'à deux, ce travail-là naissait des projets concrets. D'accord. Voilà. Donc, pas forcément que pour nous. Alors nous, il y en a, hein, il y a un restaurant coopératif qui s'est créé, une ferme urbaine, etc. Et donc nous, on était à la fois un lieu de conférence, d'enseignement, donc pour tous, hein, c'est l'université populaire, de recherche, puisqu'on déposait des projets de recherche, c'est ce qui nous permettait de vivre en réalité. Donc on a même recruté des gens, des doctorants de Sciences Po, et c'est comme ça que j'ai renoué le lien avec mes anciens enseignants, et on travaillait étroitement ensemble, et ça. Et on avait des projets de recherche, donc des projets de recherche-action sur comment on transforme ce quartier, sur comment on intègre dans notre histoire locale la question des gens issus de l'immigration. C'est aussi des questions de cohésion sociale. Enfin, plein de projets différents en fonction de ce que les gens avaient envie de faire. Et troisième chose qu'on faisait, c'est qu'on était un incubateur un peu de projets innovants pour la ville. Voilà. Et puis évidemment, quand on s'agite comme ça, les gens vous voient. Ouais. Et comme j'étais toujours chez les écologistes, que j'avais toujours exercé des fonctions plutôt à l'interne, c'est-à-dire donner un coup de main quoi, pour les élections, diriger des campagnes, enfin, j'avais une petite expérience. En 2010, on est venu me chercher pour me proposer d'être tête de liste dans le Nord. D'accord. Enfin, on est venu me chercher, pas tout à fait comment ça s'est passé. Évidemment, déjà en 2004, on m'a proposé d'être conseillère régionale, d'être sur la liste. Je m'étais désistée parce que ça ne m'intéressait pas à ce moment-là de mon histoire. Et puis en 2010, il y a Europe Écologie Les Verts. Du coup, je me dis, pourquoi pas, ça peut être intéressant, on peut imaginer des choses beaucoup plus grandes. Ce qui me gênait, c'est que les institutions, c'était pas trop mon kiff. Ouais. Comme on voit pas, j'agite la main en radio, ça ne se voit pas. Non. Mais en fait, c'était pas vraiment mon kiff. J'étais plutôt une logique un peu indépendante. Aujourd'hui, on dit slasheuse. J'ai besoin de slasher, c'est-à-dire passer d'un truc, rencontrer des gens. Ouais, pas être dans un truc qui soit trop figé, quoi, comme les institutions, ce qu'elles peuvent laisser voir. Quoi. Que quelque part, il n'y a pas beaucoup de vases communicants, chacun un peu en silo. Le fait de travailler dans la cellule du machin, du truc, de choses, de machin. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Foucault, c'est absolument des termes issus du milieu carcéral. Donc, non. Mais donc, j'avais peur de me sentir enfermée. Puis là, je sais pas. En tout cas, je fais un premier pas. Et puis, très vite, évidemment, en faisant un premier pas, je me retrouve embarquée. Et je me retrouve vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France. Et avec en charge, évidemment, la politique de la ville, que j'ai transformée l'intervention régionale est devenue évidemment une intervention en faveur du développement durable des quartiers et des villes, etc., dans la logique de ce que j'avais pu penser jusqu'à présent. Je me retrouve aussi avec les relations internationales, la coopération européenne. Je me retrouve avec pas mal de délégations finalement pour une première expérience politique. Je n'avais jamais été élue. Je n'avais jamais et ça s'est très très bien passé. J'avais une feuille de route qui tenait en une feuille et j'ai fait tout ce que je voulais et qui était dans la continuité de tout ce que j'avais imaginé, prôné, jusqu'à présent. Alors je dis pas que c'était parfait, que c'était la meilleure chose, mais en tout cas j'étais contente. Et j'arrive
à la fin du mandat, en fait, entre deux, il se passe un truc quand même, c'est qu'à l'Université populaire, avant d'être élu, on se mobilise pour contre, alors je vais le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait contre, un projet d'aménagement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un projet de reconversion d'un site industriel où vient de fermer une dernière usine textile. Okay. Et moi, ça faisait longtemps que cette question... on avait invité, par exemple, Christian Jacquiot à l'Université populaire qui a écrit un livre qui s'appelle « Les coulisses de la grande distribution », que je recommande à tous ceux que ça intéresse, qui racontait comment l'histoire de la grande distribution française et comment elle avait en quelque sorte, là aujourd'hui je paraphrase un ouvrage plus récent qui s'appelle celui d'Olivier Rasmont, mais comment elle avait détruit les villes françaises. Et en fait, il raconte aussi les mécanismes qui ont entraîné la destruction de l'industrie manufacturière française. C'est-à-dire que le fait d'investir dans la grande distribution, en gros les patrons d'entreprises, des gens qui avaient du patrimoine, qui venaient de secteurs d'activité plutôt manufacturiers, parce que c'était ça, de la fabrication, décident d'investir dans la distribution parce qu'ils voient ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'ère il y a la société de consommation qui se développe, et dans un type de modèle de distribution qui est celui de l'hypermarché, de la grande distribution, qui en fait a pour principe de pressuriser les prix en amont pour obtenir le meilleur prix de production, le meilleur coût de revient d'un produit. En gros, le produit, il l'achète le moins cher au fabricant pour le vendre le plus cher au client. Oui, et se faire le plus de marge au milieu possible. Et que les clients y reviennent tout le temps et achètent surtout des choses dont il n'a pas besoin, parce qu'à un moment, une fois qu'on est équipé, on est équipé. Donc, si on veut vendre plus, il faut que les gens aient le sentiment qu'ils aient besoin de tout le temps quelque chose de nouveau. Ça, je parle pour des biens d'équipement, pas pour les biens alimentaires. Mais ça marche pareil pour l'alimentation. Les agriculteurs l'ont dénoncé, ce qui a contribué à détruire une partie de la paysannerie française. C'est aussi ça, c'est logique avec tous les systèmes de référencement. Tout ça est très compliqué à expliquer, mais en tout cas, je sortais de ce genre de lecture, celle de Christian Jacquiot, et on rencontre donc... Et là, ça se confronte pleinement. C'est-à-dire que, et puis, il y a aussi la logique de la ville. On a une ville, on a une usine. Une usine est la victime d'un système globalisé qui existe partout. La ville, on veut refaire comme avant, c'est-à-dire on fait table rase du passé, on va faire un quartier de bureaux. Donc déjà, toute cette histoire-là textile, on veut lui tourner le dos. On veut l'effacer. La fabrication textile, c'est fini. Alors moi, ça tilte dans ma tête parce que je me dis, on va continuer à faire venir des trucs de l'autre bout du monde alors qu'on a plein de gens sans emploi ici. Enfin, c'est quoi ce monde ? Mais oui, mais ces gens-là, ils vont avoir un emploi dans ces bureaux. Non, mais pas... No way. Et en plus, ça fait des années que la même promesse est faite. Et puis, quel type d'emploi ? Quel type d'emploi. Voilà. Et donc, ça fait des années que ces promesses-là sont faites. Ça fait des années, ça fait 30 ans. Enfin, j'exagère parce qu'on est en 2004, donc ça fait 20 ans que sur ce territoire, on dit il y a des nouveaux secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir et qui vont permettre aux gens d'avoir un emploi et aux gens de vivre mieux, de vivre simplement. Or, cette promesse n'a jamais été tenue, puisque en 20 ans, le taux de chômage n'a fait qu'augmenter, en particulier dans les quartiers les plus populaires, jusqu'à atteindre 50% pour les jeunes de moins de 25 ans. Qu'est-ce qu'on espère avec 50% de jeunes de moins de 25 ans au chômage ? Et donc, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est quoi cette histoire de quartier d'affaires ? On est au moment d'une crise écologique. On est après les COP, 2004. On est au moment où on se rend compte que ce qu'on a fait avant n'a pas marché. On est au moment où on est dans une incertitude sur le modèle économique, c'est-à-dire que le système du tertiaire, de la distribution, du serviciel, est-ce que vraiment ça va continuer à se développer ? Et on fait le choix de réinvestir dans ce truc. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir 2 minutes et se dire, qu'est-ce qui serait moderne aujourd'hui ? Ce qui serait moderne, c'est par exemple de dire, non, l'activité lainière, là, c'est un peignage de laine, peut-être qu'on peut garder un peu, peut-être qu'on peut faire une coopérative. Et nous, on avait vu qu'en Ardèche, il y avait une coopérative qui s'appelle Ardelaine qui fonctionnait très bien et qui avait donc des moutons, un peignage, ils transformaient... c'était pas leur moutons, ils récupéraient la laine qui jusqu'à présent été jetée à la poubelle et ils le transformaient en pull, en matelas, etc., etc. Donc, ils avaient 60 emplois quand même. On avait dit, c'est déjà 60 emplois si on fait la même chose. Puis les gens, ils achèteront tous les pulls parce que les gens du territoire, quand même, et ça leur fait mal au cœur. Ils vont dire, oui, il faut qu'on les soutienne. Et puis au-delà de ça, si c'est des beaux pulls, ils peuvent avoir leur place dans les rayons du printemps. Mais pourquoi pas, après tout ? Et donc, il serait produit 100% localement. On imaginait mettre sur cette friche, parce que c'est une friche de 90 hectares, des moutons. On les tond, on fait des pulls
Et puis on fait autre chose, on fait d'autres produits, etc. Et puis on raconte l'histoire par semaine. Donc ça, c'était un premier projet. On se dit, puis on va faire une ferme. Autant faire une ferme, là. Et on peut la faire un peu hors sol, parce qu'évidemment, les sols sont pollués. Et puis on va faire de l'habitat partagé, plutôt que de faire des tours classiques, HLM, machin. Et puis on va voir, et puis on va faire un appel à manifestation d'intérêt de tous les projets de développement local, comme font les Allemands. On a été visiter ce qui se faisait en Allemagne. Et là, on développe toute cette vision d'avenir. Évidemment, on nous dit, non, mais nous, c'est 10 000 emplois. Enfin, soyez sérieux. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Donc, ça fait presque 15 ans. Ça fait 15 ans, pour être exact. Il n'y a même pas les bureaux, il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. Alors, il y a quelques trucs. Il y a un centre européen des textiles innovants qui est financé par de l'argent public et qui joue son rôle. D'accord, c'était là où la WLCT. À l'époque, on leur disait d'ailleurs au Centre européen des textiles innovants, on leur disait, d'accord, faites-le, mais spécialisez-le dans le recyclage. Et donc, au début, ils ont dit, non, il y a la question des textiles techniques, qui est vrai qui est très rentable dans la région, c'est ce qui fonctionne le mieux. Tout ce qui est textile destiné par exemple, à la construction, etc. C'était ce qu'on appelle les textiles techniques ou les textiles de protection. Ah non. Maintenant, moi, j'y vais là. Je suis très contente. Je suis invitée à aller à l'inauguration de leur programme sur le recyclage, qui est le truc pour lequel on parle le plus maintenant du Centre européen des textiles innovants. Oui. Donc, on avait raison, mais je veux dire, mais ça, c'est sûr. Et en fait, c'est ça qui me guide. C'est cette idée d'anticiper l'avenir. D'arrêter de subir et d'anticiper, de voir le monde qui vient et d'essayer de le construire ensemble. Et de ne pas le faire dans l'urgence ou dans la folie qui fait que des gens se retrouvent sur le côté, mais le faire tous ensemble et se dire... Et surtout, moi, je n'aime pas cette logique de table rase du passé. Je pense qu'on peut recomposer, se réinventer à partir de son histoire. C'est l'exemple même de la résilience. Donc voilà. Et donc, je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Enfin bref. Donc ça arrive avant que je sois élue. Et ça m'ouvre complètement les chakras, j'allais dire, sur la question textile. Je n'arrête pas d'y penser. Ça me travaille tout le temps et j'essaie de soutenir d'ailleurs le projet de mes camarades quand je suis élue régionale et je le fais, je les soutiens, ce qui est tout à fait logique dans la politique de la ville, c'est-à-dire soutenir des projets de développement local qui créent de l'emploi. Bon, ça n'a pas abouti pour d'autres raisons parce que par contre ils n'ont pas bénéficié du soutien des autres partenaires, notamment la ville et tout ça. Mais quand même ça a mis en moi un embryon, une germe, une graine de le textile, la mode, le textile, la mode, le textile. Et donc 5 ans de mandat, j'ai commencé à m'y intéresser, je m'y suis intéressée tout le temps. Pas en tant qu'élue finalement, parce qu'il y avait peu... Si j'ai essayé de monter des projets de coopération autour du textile avec d'autres régions du monde, parce que j'avais les relations internationales, j'ai visité pas mal d'usines dans ce cadre-là, parce que je voulais monter des coopérations économiques, notamment avec le Mali, où ils ont l'indigo, ils ont toute une histoire aussi autour du textile et du tissage. Ça n'a pas marché, mais ça me travaillait énormément. Et donc... je ne voulais pas être élue, donc j'ai fait le choix vraiment, je ne souhaitais pas être réélue. Je voulais me lancer dans de nouveaux projets. Et c'est comme ça que je finis mon mandat, mais avant même, je commence à rencontrer des gens et à me dire qu'est-ce que je peux faire. Alors moi, au début, je voulais monter une coopérative, reprendre le projet de la coopérative et le mettre en œuvre. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai un tropisme de chercheur trop important. En fait, j'ai un tropisme d'écriture, de recherche, d'animation aussi, de création de contenu collectif, de créer des collaborations, de rassembler les gens, de les faire se rencontrer. C'est plus ça qui est mon aptitude et ce que j'ai toujours su faire. Et là, je ne suis pas une textilienne. Je connais pas... pas le savoir-faire concret. Voilà. Et ça, malgré tout, ça me plaît de le voir. Mais je me suis rendu compte aussi que... puis j'étais happée par d'autres histoires. C'est-à-dire, ça m'aurait plu d'y passer 3 ans à travailler sur comment on monte cette chaîne de production. Mais très vite, en fait, j'étais happée parce que j'avais une histoire militante et politique. Et donc, quand j'ai commencé à rencontrer des gens, j'étais happée par d'autres projets. Notamment, j'ai rejoint l'association Nord-Créa, qui est une association qui veut promouvoir l'innovation sociale et écologique dans la filière. C'était pile mon sujet. Et donc, forcément, je me suis énormément investie dans cette association. Et ça a donné d'autres projets.
Et puis le fait d'écrire un livre, forcément, ça m'a happée dans des logiques de plaidoyer, de conférences. J'ai fait beaucoup de conférences, j'en fais quasiment toutes les semaines. Beaucoup de médias aussi. Ça, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir partager les analyses que j'ai pu faire. Et puis, puis j'organise le forum de la mode circulaire qui, du coup, est un événement professionnel très important. Aujourd'hui, installé dans le paysage depuis 2 ans, qui va vivre sa 3e année l'année prochaine et qui nécessite énormément de travail aussi. Et puis là, maintenant, j'ai 2 projets de recherche qui vont démarrer avec de réseaux différents de chercheurs. Parce qu'on dispose de peu de connaissances sur l'état vraiment de l'industrie de la mode. Donc, on a besoin encore de savoir pour agir mieux. Mais c'est des projets de recherche très courts. Le but, c'est, comme on est dans l'urgence, il faut vite. Il faut avoir des axes pour avancer derrière. Et puis, il y a aussi des projets institutionnels dans lesquels je suis impliquée. Et puis, beaucoup d'entreprises qui sollicitent aussi de l'accompagnement. Parce que l'association Nord-Créa dans laquelle je suis, par exemple, c'est déjà 120 membres. Ouais. J'anime un groupe de travail de recherche-action en ce moment pour l'association. Enfin, je fais plein de trucs ensemble, en fait. Et donc, ça bouge, ça foisonne, c'est chouette. Voilà. Donc, du coup, mais mon premier rêve, c'était ça. Et puis, de cette idée-là, j'ai rencontré des gens à partir de cette idée-là. Mais qu'est-ce qu'on peut créer comme activité, tout ça? Puis, je me suis retrouvée plutôt maintenant en amont. C'est-à-dire, je ne suis pas moi-même porteuse d'un projet spécifique dans la transformation de l'industrie. C'est-à-dire que j'aurais pu être porteuse d'un projet de magasin de seconde main ou porteuse d'un projet de coopérative lainière ou porteuse d'un projet d'atelier de confection. D'ailleurs, on en a monté un, mais tous ensemble à Nord-Créa. Mais finalement, je me retrouve plutôt en amont à accompagner l'émergence de ces projets. Voilà, donc du coup, mais j'ai pas de métier aujourd'hui, je peux pas te dire ce que je fais. Je n'ai pas de nom de métier. Quand on me dit je suis bien embêtée, je dis je suis sociologue spécialisée dans l'environnement, mais en fait je suis chef de projet, je suis conférencière, je suis je sais pas moi, accompagnatrice de dynamique locale, j'en sais rien, enfin voilà. D'accord. Donc moi, pour revenir un peu plus spécifiquement sur la mode éthique et sur le livre que tu as écrit, d'où je mettrai les références évidemment dans les infos du podcast. Alors le titre, c'est « Une mode éthique est-elle possible ?» Et moi, c'est vraiment un sujet depuis quelques années, en gros depuis l'effondrement du Rana Plaza, c'était en 2013, c'est ça, qui moi, ça me passionne vraiment. D'essayer de consommer mieux, notamment sur l'industrie textile, sur le vêtement, et d'avoir plus conscience de comment sont faits les vêtements, les conditions dans lesquelles ils sont faits, et qu'est-ce que je paye, en gros, qu'est-ce que ça coûte aussi quand j'achète un vêtement. Du coup, je sais que moi, j'ai vraiment changé complètement ma façon de consommer. Je privilégie vraiment des marques qui ont on va dire une politique durable, qui prennent du coton recyclé, du coton bio, qui ont vraiment une dynamique et un engagement fort là-dedans. Alors c'est sûr, je n'achète pas du tout la même quantité de vêtements, mais je pense que c'est mieux. Mais donc ce que toi tu écris dans ton livre, c'est quand même exactement ça, quoi. C'est comment on change finalement notre façon de consommer, les impacts que ça peut avoir sur toute la chaîne de production, sur les relocalisations en France aussi, pas que ça, mais de façon plus générale sur l'impact dans le monde, sur la culture du coton qui est hyper consommatrice de main-d'œuvre, de la main-d'œuvre pas chère, donc en plus qui permet pas un développement sain dans les pays qui produisent du coton. Je trouve que cette réflexion-là, elle est importante pour accompagner des changements dans les mentalités des personnes. Après, j'ai l'impression qu'il se passe des choses au niveau des grandes marques, notamment au niveau d'H&M, qui va vers plus de transparence. Il me semble qu'ils ont publié un truc avec une application où on peut vraiment voir où est fabriqué, comment, etc. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, ne serait-ce que parce que la mode, elle n'est pas toujours prise au sérieux. C'est ce qu'on disait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Et aussi parce que il y a aussi une histoire pour moi de contrainte sur le corps de la mode comme le moyen de se mettre en valeur, de se valoriser. Et donc du coup, ce besoin d'être reconnu comme une personne qui aurait, entre guillemets, du style, en fait, entraîne aussi une surconsommation de ces produits-là. Du coup, je voulais parler aussi de ça avec toi.
Oui, alors moi je pense qu'effectivement c'est un secteur qui au moins, enfin qui est pas en retard dans l'absolu parce que finalement on a peu agi pour réduire nos impacts planétaires. Depuis le rapport Brundtland ou même depuis la première candidature de René Dumont aux élections présidentielles en 1970, enfin dans les années 70, on a peu changé nos pratiques. On a continué à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, on a continué à épuiser les ressources naturelles, on a continué à porter atteinte à la biodiversité et on l'a fait comment? Au travers des activités humaines. Les activités humaines, c'est nous, quand on vit, mais aussi, surtout, comment on produit les biens de consommation dont on se sert au quotidien, comment on produit aussi l'énergie qu'on utilise, etc. Alors, moi, je considère du coup que l'industrie de la mode n'est pas en retard. Par contre, là où elle est en retard, et ça est en train de se combler très rapidement ces 2 ou 3 dernières années, c'est en fait dans le discours politique. C'est-à-dire que finalement, vous avez eu dans les années 80, dans cette région, donc la région Nord-Pas-de-Calais, un sinistre social économique incroyable qui n'a fait sourciller personne. Quand l'industrie sidérurgique ou l'industrie automobile fait éternue, vous avez le président, les ministres qui viennent à son chevet. Quand l'industrie textile n'a pas simplement éternué, mais bon, en l'occurrence, l'industrie, en plus, je suis un peu injuste parce que l'industrie sidérurgique française a plus qu'éternué, évidemment. Mais je veux dire, en tout cas, la hauteur du raz-de-marée qui a emporté ce qui était la confection locale des produits de mode et d'habillement et du textile français, ce raz-de-marée n'a fait sourciller quasiment personne et n'a entraîné aucune mesure. Ça, c'est symbolique de comment on considère le textile et la mode. C'est pas sérieux. Ça peut pas être sérieux. Bon, d'abord, c'est beaucoup d'emplois féminins et beaucoup de femmes qui en parlent. Et puis, ça associe à la futilité, la légèreté, le plaisir. Donc, moi, je considère que finalement, on a mis trop de temps à s'y intéresser, beaucoup trop de temps à prendre au sérieux ces impacts écologiques et ces impacts sociaux. Et puis, du coup, déjà, le premier changement, c'est déjà cette prise de conscience collective, alors du côté des consommateurs, mais moi je pense beaucoup aux dirigeants. Et il faut que l'industrie de la mode, qui est une des plus grandes industries polluantes au monde, soit parmi les axes stratégiques prioritaires de toutes les COP, de toutes les rencontres entre chefs d'État et de toutes les politiques nationales qui visent à réduire notre impact écologique et à créer et à créer de l'emploi dans des domaines du développement durable. Donc moi, je crois que c'est ça qui est important. Il faut il y a un rôle des médias, il y a un rôle, bien sûr, de toutes les personnes qui sont mobilisées. Et cette reconnaissance, elle commence à intervenir puisqu'il y a quelques jours, au G7, l'industrie de la mode a fait l'objet d'une vraie attention, qui a eu la signature d'un pacte qui s'appelle Fashion Pact. Alors on peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est du greenwashing puisque c'est un pacte le Fashion Pact a été signé entre l'État et 150 entreprises. Et cette dynamique est dirigée par François-Henri Pinault. Du coup, on peut se dire, du groupe LVMH, on peut se dire, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose? Mais au moins, qu'un chef d'État dise, la mode, c'est important pour l'écologie, l'emploi et la dignité des droits humains. Enfin, il n'a pas tout à fait dit des droits humains, mais en tout cas, disent quelque chose là-dessus. Mais c'est une révolution. Donc, je ne comprends pas. Enfin, si la seule explication pour laquelle ça n'a pas été pris au sérieux, c'est parce que c'est considéré comme quelque chose qui intéresse les femmes et futile et voilà. Alors que c'est pas futile. La mode n'est pas futile. La mode, c'est un besoin fondamental. On a besoin l'habillement. On a tous besoin de s'habiller pour faire face aux intempéries. Voilà. L'homme ne peut pas vivre nu. S'il vit nu, il est vulnérable. Voilà. Et alors, on peut dire, oui, on va changer, on va évoluer, on apprendra à vivre nu. Et puis, l'homme n'est pas un animal comme les autres, je dirais. On a quand même, en tout cas dans ma conception de l'humanité, comme nous sommes des... Alors, je vais être prudente sur les mots parce que
moi, je défends l'idée que je crois à l'éthologie, enfin la science du comportement des animaux. Je crois que les animaux ont aussi une forme de conscience d'eux-mêmes, ont aussi des sens. Et puis, il faut être très humble sur ces choses-là parce qu'on fait tous les malins. Oui, ils ont des aptitudes assez formidables que nous-mêmes, on n'a pas. Donc, voilà, c'est ça. Donc, les cétacés qui vivent enfin, l'exemple du cachalot... c'est dans Moby Dick, etc. Bref, il y a tout un truc sur finalement les savoirs cachés des animaux qu'on ignorait, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, nous, on a un rapport à soi dans la façon dont on a construit, c'est construite, qui fait que, en plus, c'est un acte de culture. Depuis l'aube de l'humanité, les premiers humains qui se sont fabriqués des choses en peau de bête pour se couvrir le corps parce qu'il faisait juste super froid, eh bien, ils ont fait des choses designer, penser non seulement par rapport au confort et par rapport à la fonctionnalité du produit, mais aussi par rapport à son esthétisme. Donc c'est un acte de culture depuis l'aube de l'humanité, c'est un acte de civilisation. Toutes les religions ont des codes vestimentaires, toutes les communautés, les cultures, les histoires, par exemple le rock, la musique, dans chaque vague civilisationnelle qui nous transforme, il y a aussi un style vestimentaire qui est associé. La fin du corset, le début du pantalon pour les femmes, c'est une autre histoire qui s'écrit pour les femmes. On ne peut pas dire l'inverse. Et donc, moi, je crois que la mode devrait être prioritaire à double titre par rapport à l'ampleur de ses impacts, mais aussi par rapport à sa capacité à passer un message à la société. Et moi, je crois qu'il y a les vertus performatives du langage, comme il y a les vertus performatives du vêtement. Ce qu'on porte peut être aussi ce qu'on porte en nous. Ouais, on peut avoir finalement un alignement entre ce qu'on est et ce qu'on porte. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est très important. Alors, dit comme ça, plein de gens vont me dire « Mais oui, mais non, après tout, on met tous des combinaisons de chanvre et on n'en parle plus. » Oui, peut-être qu'on peut tout faire en chanvre. Ça, c'est une bonne idée, le chanvre. C'est une matière naturelle qui nécessite peu d'eau, qui pousse partout, qui peut être un sous-produit aussi de l'agroalimentaire, par exemple, ou de, je pense à l'ortie plutôt pour l'agroalimentaire. Oui. L'ortie on peut faire des jus verts et des soupes, et puis utiliser la fibre pour faire des vêtements. Bon, et c'est génial. On pourrait ça. Mais la recherche de design, la recherche aussi de réinvention de soi, de changer de vêtements, ça, il ne faut pas l'abolir. Parce qu'on n'a pas envie d'être toujours pareil. L'uniforme, c'est aussi l'univers carcéral. C'est aussi l'enfermement. Aujourd'hui, on voit les combats qui sont menés par des femmes pour pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent. Moi, je suis une femme qui souhaite s'habiller en uniforme, un uniforme qui lui couvre, par exemple, l'ensemble du corps. Moi, ça ne me soucie pas. Ça, chacun ses choix dans la vie. Voilà, il y a des règles qui peuvent être fixées par la République ou pour des questions de sécurité, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, mais moi, chacun peut choisir comment il s'habille, s'il veut mettre un uniforme, mais qu'on ait le choix, qu'on puisse choisir. En fait, c'est ça, choisir ce que j'ai envie de porter, comment j'ai envie de me présenter aux autres. C'est un acte de culture, etc. Bon, alors du coup, ça doit être prioritaire. Et il ne faut pas juste se dire, il faut faire un peu mieux. Il faut radicalement transformer le business model, le modèle économique aujourd'hui de l'industrie de la mode. Ceci dit, ça concerne toutes les industries manufacturières. En gros, on est dans un système complètement linéaire. Produire toujours plus, toujours moins cher, quelles que soient les conditions. Vendre toujours plus. Pour ça, on a des leviers formidables dans la mode, l'obsolescence des tendances. Tu l'as dit, quand tu dis se conformer à un style, oui, effectivement, on a des prescriptions. Alors, les réseaux sociaux, les magazines de mode dans un premier temps, au moment de l'avènement de la société des loisirs, où on prend du temps pour se documenter, pour lire, pour ça. On a ce phénomène-là qui se renforce, où on a toujours envie de quelque chose, mais au moins, avant, c'était chaque semaine. Maintenant, c'est chaque jour, voire chaque demi-journée, voire chaque heure, voire chaque minute. Moi, je suis sur Instagram depuis pas très longtemps, et franchement, j'ai tout le temps envie d'un nouveau truc. Ouais, mais tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Donc, alors je sais pas, peut-être d'autres sont plus raisonnables que moi. Alors évidemment, je ne passe pas à l'action, fort heureusement. Voire ça me stérilise, c'est-à-dire à un moment, c'est tellement trop que je ne sais plus quoi, et puis du coup j'arrête tout. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est un levier pour créer plus de frénésie. Donc, je le redis, vendre toujours plus. Pour vendre toujours plus, il y a l'obsolescence des tendances, et puis il y a le discount permanent.
les soldes privés, les soldes machin, les trucs. Et puis, bien sûr, le pouvoir d'influence et le marketing, qui sont des armes puissantes parce qu'elles sont capables de toucher en nous les désirs profonds. Parce que quand vous êtes dans un magasin, que vous avez, vous sortez du travail, je vais prendre la cible 25-35, il sort du travail, qui voilà, est un peu fatigué, c'est une journée, voilà. Demain a une réunion super importante, machin, ou je sais pas quoi, et va passer devant ce magasin avec cette publicité sur le lieu de vente, cette PLV, où on voit cette fille absolument divine, parfaite, avec ses cheveux, cette robe rouge. Et je veux être cette fille avec cette robe rouge. Je veux être cette fille qui sourit, qui a l'air fraîche, qui a l'air magnifique et tout ça. Et puis, il me faut les chaussures, et puis il me faut la veste, et puis la semaine d'après, il me faudra probablement autre chose. Et donc, du coup, voilà, on touche un ressort profond qui est ce que j'ai envie d'être. Pas ce que j'ai envie de porter, mais ce que j'ai envie d'être. Et puis donc je dis vendre toujours plus et jeter toujours plus, puisque un tiers de ce qu'on a dans notre placard, on ne le porte pas. Finalement, un vêtement sur 2 est très peu porté. Il y a énormément d'invendus parce que ce système-là, on produit des collections comme c'est produit à 70%. Les vêtements achetés dans l'Hexagone sont produits en Asie du Sud-Est. Il faut commander très tôt. 6 mois avant, on commande quelque chose qui est arrivé en magasin en masse. Il ne faut jamais qu'il y ait de rupture de stock sur les tailles, pour être sûr que vous trouviez, pour que vous achetiez absolument ce qu'il faut. Voilà. Et donc finalement, vous avez des entreprises qui sont avec des masses d'invendus, puisqu'elles ne vendent pas tout ce qu'elles produisent et dont elles ne savent que faire, qu'elles vendent à très bas coût à des soldeurs, voire qui sont détruits. Et un vêtement sur 2 est acheté en solde, ce qui veut dire que ce modèle qui au départ avait été créé, produire toujours plus pour alimenter un peu... C'était la pouleuse d'or, quoi. Ouais. C'est fantastique. Oh là là, on va tout casser, quoi. La fast fashion. Alors, ça n'a pas été inventé par la France. Ça a été inventé surtout les premiers à avoir fait ça. C'est Zara, vraiment dans un modèle, mais c'est s'abolir des rythmes des collections, etc. Pour pouvoir vendre toujours plus et avoir du réassort permanent. Et puis la délocalisation, c'est plutôt Nike, des gens comme ça qui ont inventé ça. Donc au début, quand les enseignes françaises qui se développent se mettent sur ce modèle-là, des vieilles enseignes se mettent sur ce modèle-là, ou des nouvelles se mettent sur ce modèle-là, c'est fantastique. Et puis c'est ce qui va nous sauver. On est obligé de faire ça, parce que face à la concurrence, on ne s'en sortira pas. Et regardez, c'est normal. Un produit qui était fait 7 € en France ou 10 € en France, on le fait 1 €, 2 € là-bas. Les coûts de transport, c'est pas trop grand-chose, c'est des conteneurs. Et puis en plus, voilà, et puis on va le vendre, on achète 2 € et on le vend 30, quoi. Sauf qu'on le vend jamais 30, on le vend 10, 15, et puis en moyenne, quoi. Et puis donc finalement, les marges promises ne sont pas les marges réelles. Et puis au bout d'un certain temps, depuis 10 ans, le marché est saturé. Et le marché perd de sa valeur, et donc on se retrouve avec des stocks d'invendus, et donc finalement le modèle est en train de riper, et finalement les investissements ou les choix de restructuration qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 10 ans plus tard sont déjà obsolètes. Donc c'est ça la folie de ce monde. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'anticiper, de voir le monde qui vient. Le monde qui vient, c'est pas du tout celui-là. En fait, il vaut mieux se dire, je bâtis une entreprise, je repense mon entreprise pour qu'elle soit cohérente. En fait, tout le monde le dit, c'est une folie. C'est une folie d'aller jusque là-bas pour faire des choses, pour vendre ici, en foison, ça déborde de partout. Ça n'a pas de sens. Ça fait plaisir à personne. Enfin, voilà. C'est clair. Mais après, d'un autre côté, moi, je trouve aussi qu'il y a pas mal d'initiatives qui se multiplient, que ce soit des petites marques. Moi, je pense à une marque comme Patine, par exemple, que je trouve a déjà une super image de marque, qui propose des produits avec du coton recyclé, qui produit en petite quantité. Il y a souvent des ruptures et puis il faut attendre. Voilà, c'est tout. Ça met du temps à être tissé et tout ça. Et du coup, par exemple, des marques comme ça réapprend aussi le temps de fabrication. Voilà. C'est pas automatique quand on veut être sûr de la provenance du tissu, quand on veut être sûr de là où c'est fait, comment c'est fait, c'est bien fait, que ça respecte en fait les droits humains. Il faut réapprendre à prendre le temps et finalement proposer des choses qui sont un peu indémodables, quoi. Je veux dire, le beau t-shirt noir
qui va passer les lavages, qui va durer 10 ans. C'est un peu on va dire, c'est un petit peu le Graal de marques comme Patine. Et même après, plus loin, ce que fait par exemple Lisa Gachet avec Make My Lemonade, de pouvoir proposer à la fois, soit tu achètes le produit, il est fait, voilà, tu l'achètes, soit tu le fais toi-même. Je trouve que ça change un peu le prisme. Alors, c'est vrai que des marques comme ça, tout le monde ne les connaît pas, ça touche pas tout le monde, mais néanmoins, je me dis que s'il y a des sphères, par exemple des influenceuses, les influenceurs, si eux, quelque part, ils commencent à parler de ces marques-là, ils en parlent et de ce qui se passe, on peut quand même avoir un changement de mentalité en se disant, oui, peut-être que finalement, ok, le t-shirt, il est à 40 €, mais je sais où il est fabriqué, et ce t-shirt-là, je vais pas le garder 3 mois, je vais peut-être le garder 3 ans. Et donc, de raisonner aussi quelque part économiquement sur ce qu'on achète. Oui, moi je fais 100%, je valide, quoi. Je veux dire, c'est des bons exemples, hein. À la fois la production à la demande, le fait de dire, voilà, on va produire, c'est un changement de paradigme. En fait, du choix frénésique, on passe à je réfléchis mes comportements d'achat. En fait, c'est pas glamour ce que je viens de dire, donc je vais le dire autrement. Je réfléchis à ce qui va vraiment être un moyen d'exprimer qui je suis, comment j'ai envie d'être. C'est pas idiot de dire ça. Qui je suis, ce que j'ai envie d'être, comment j'ai envie de me présenter aux autres, c'est pas... J'ai peut-être pas envie de me présenter aux autres comme tout le monde. J'ai peut-être pas envie de me présenter aux autres comme ce que je trouve en tendant le bras dans un magasin parce que c'est moins 50%. J'ai peut-être envie de me donner plus de valeur. Pas forcément en prix, mais dans le choix de ce que je porte sur moi. C'est aussi ce qui fait ma valeur. Okay. Enfin, ce qui fait ma valeur, c'est moi. Mais ce qui fait ma valeur au sens... perçu. Voilà, c'est ça. Donc, cette réflexion-là, moi, je trouve qu'elle n'est pas idiote. Et donc, du coup, dire, par exemple, une des solutions, pourquoi pas accepter le fait qu'une marque, plutôt que de faire du surstock, c'est-à-dire d'avoir des produits qu'elle propose en magasin dont elle n'est pas sûre qu'ils vont être vendus, et va être obligée peut-être de dévaloriser le vêtement. Et du coup, c'est ce qui empêche que ce soit fait en France. Parce que si on vend moins 70%, évidemment qu'on ne peut pas payer le salarié dans de bonnes conditions, et avec une qualité de travail, une qualité de fabrication. Donc, se dire, je vais faire à la demande. Par exemple, je vais faire un sweat en coton recyclé, etc., comme Patine. Et puis peut-être qu'il peut avoir plusieurs qualités de finition parce que s'il est fait en 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes, ça ne sera pas le même prix. Enfin voilà, il peut avoir peut-être des détails. Donc je peux avoir plusieurs gammes de prix, je peux avoir de la demande, de la customisation, on peut upgrader encore le produit en fonction du budget de la personne. Elle peut aller très loin dans les choses. Et donc et puis je produis que quand les gens ont commandé. Mais c'est génial. J'attends 3 semaines et après tout, au moins ça valorise. Après sur Make My Lemonade, c'est le do it yourself, c'est la personnalisation. Moi j'aime bien les jupes midi. C'est très dur de trouver une jupe midi quand on fait 1m70 et qu'on fait telle taille en pantalon. Enfin, je veux dire, elle est toujours un peu trop courte ou elle remonte parce que ma physiologie fait que elle a tendance à remonter et descendre. Je suis très contente qu'ils puissent avoir ce type de solution qui permettent d'avoir la jupe qu'on veut et pas acheter une jupe parce qu'on l'a trouvée dans le magasin et se rendre compte quand une fois arrivée chez nous qu'elle remonte, qu'elle redescend, que ça va pas du tout, qu'il y a cette logique de pouvoir d'appropriation et de parfaire. Alors, l'idée, c'est pas d'y passer sa vie. On peut avoir un garde-robe où il n'y a pas 1 milliard de choses. On peut faire appel à la location de vêtements, on peut faire appel aux secondes mains, on peut soi-même revendre, redonner, refaire vivre. En fait, il faut imaginer que tout ça aujourd'hui, face à cette industrie qui est organisée de manière linéaire, il faut boucler la boucle. En fait, il faut refaire un cercle de valeur. Le cercle de valeur, il commence par bien concevoir les produits, c'est l'exemple de Patine. Il continue en se disant, les produits sont bien conçus, mais maintenant, il faut que je les vende. Il faut que je les vende au prix juste, il faut que je les vende moins, mais mieux. Et donc, du coup, c'est tout ce qui permet la précommande, la location, tous ces systèmes aussi d'accompagner proposer de la réparation, de la personnalisation. Enfin, c'est tous des nouveaux services qui vont naître demain et qui vont être autre chose que vendre juste un produit, plutôt en fait, la logique, c'est dire j'arrête de vouloir vendre des habits. J'habille les gens. Et Make My Lemonade, c'est un bon exemple. Elle habille les gens.
Elle ne vend pas des habits. Alors, elle en vend une partie, mais il y a une partie de son activité qui consiste à habiller les gens, ce qui n'est pas pareil. Et moi, je crois beaucoup à ça. Le nouveau métier des entreprises, des enseignes et des créateurs de mode, c'est d'habiller les gens. Ça n'est pas de vendre des habits. Et puis, la dernière chose, c'est privilégier les matières recyclées. On a suffisamment de fringues pour s'habiller pour le restant de nos jours, donc dans le seconde main, et puis suffisamment de matières premières textiles pour habiller l'humanité pour le restant de ses jours. Et puis, donc il faut faire de la recherche et développement, continuer à chercher des techniques pour utiliser les textiles comme nouveaux vêtements. Et la dernière chose, c'est qu'on peut en plus aller plus loin. C'est que la mode peut contribuer à régénérer la planète. Comment ? Aujourd'hui, la mode, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle extrait alors, les matières synthétiques sont désormais pas prioritaires, mais majoritaires dans les matières qui sont utilisées dans la mode. Donc, c'est de l'extraction. On extrait du pétrole, c'est de la pétrochimie, c'est du plastique, le polyester, une forme de plastique. Donc, on extrait des matières, des ressources naturelles pour faire un vêtement, ou on cultive du coton pour faire un vêtement. Donc on est encore dans cette logique extractive, dans cette logique d'exploitation de la terre. Et donc, du coup, l'idée étant de dire que plutôt que de faire ça, on va soit utiliser effectivement du textile recyclé, utiliser des machines qui vont défibrer, refibrer, etc. La laine, le machin, le truc, le coton, tout ce qui peut... voilà. Et puis, on va... deuxième chose, on peut même utiliser des matières issues des déchets issus d'autres secteurs d'activité. On peut utiliser des déchets issus d'autres secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire. Avec des feuilles d'ananas, on fait du cuir. Avec des épluchures d'orange, on fait de la viscose, ce qui ressemble à de la soie. Et ce qui évite, d'ailleurs, la viscose est faite avec à partir de fibres de bois, ce qui évite d'exploiter des forêts du bois. On peut faire de la viscose aussi avec des épluchures de betterave. On peut cultiver des champignons et faire des simili, des matières très, très variées. On peut utiliser évidemment, alors je sais que c'est pour les véganes, c'est compliqué, je sais qu'il y a des gens qui n'acceptent pas ça, mais quand on a des exploitations animalières, je dis à taille humaine, qui respectent l'animal et tout ça, et si on mange de la viande en quantité raisonnable, il y a quand même la laine des moutons. Et la laine des moutons, ça fait de mal à personne. D'ailleurs, on n'est pas obligé de les manger à la fin. Oublions qu'on les mange. Juste se dire, on est obligé de les tondre. Et voilà. Donc, la laine, c'est très bien. Voilà. Et donc, il y a des exemples comme ça, à foison, de sous-produits d'autres secteurs d'activité que jusqu'à présent finissaient à la benne, qui peuvent être des matières premières pour refaire. Le plastique, les bouteilles de plastique, alors il faut supprimer les bouteilles de plastique dans l'avenir de l'humanité. Mais en attendant, le polyester recyclé. Alors, les conils, c'est les filets de pêche faits en nylon qui sont recyclés et ça fait de la matière pour faire des maillots de bain. Etc. Et d'ailleurs, cette entreprise, c'est une entreprise italienne, aujourd'hui, c'est en train d'irriguer. Il y a plein de marques qui proposent, à partir de ce matériau-là, des produits de mode et d'habillement, en l'occurrence de swimwear. Voilà. Donc, du coup, on se rend compte que non seulement la mode pourrait être produire moins mais mieux, vendre moins mais mieux, mais en plus, ce qu'elle vendrait et produirait, eh bien, ça serait fait à partir de matières premières qui auraient sinon seraient devenus des déchets. Et donc ça, alors là, et donc qu'est-ce que ça raconte de ce qu'on porte ? Ça raconte qu'on porte une régénération de la planète. Qu'on est justement, et moi je trouve très bien, la mode intéresse beaucoup les femmes, et donc je trouve super si c'est les femmes qui décident de faire ça, c'est-à-dire d'être pionnières dans leur choix vestimentaire, et en particulier, tu as parlé des influenceuses, en particulier les influenceuses. C'est un message que j'ai envie de porter de plus en plus. Influencer le monde, dans le bon sens. Oui, positivement. Montrer qu'au travers de ce que vous faites, ce que vous portez sur vous, vous êtes une actrice de la régénération de comme cette Colline, planète. par exemple. Je trouve que numéro 7, tout à fait. Voilà. Et moi, je trouve qu'il faut l'afficher, ce message. Ce n'est pas anecdotique. C'est super important. Et moi, je crois à ça. Je crois à la dimension. Parce que finalement, ça occupe quand même pas mal les gens. Quand quelqu'un arrive, c'est la première chose qu'on voit. Évidemment, on voit comment il est coiffé, comment il est maquillé, son visage, et tout ça. Mais toute une partie de son corps, 80% de son corps, c'est un vêtement. Et ce vêtement-là, il est hyper important. Oui, il dit qui on est, quelque part. Ouais, voilà. C'est ça. Oui.
Et du coup, je voulais aussi reparler d'une initiative, moi, qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas si tu connais Fier comme un pan. Oh oui, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. Pour aussi justement parler sur le territoire local. Donc pour ceux qui connaissent pas, Fier comme un pan, donc propose de couper en fait sur mesure les patrons pour réaliser après son propre vêtement. Il y a différents modèles qui sont créés, voilà, des robes, des jupes. Je crois qu'il y avait un manteau cap en partenariat avec Eddie Grimm. Enfin voilà, ils font vraiment plein de choses et en plus ils le font, je crois que c'est à Roubaix si je me trompe pas. Tout à fait. C'est ça. Oui, donc, oui. En fait, il est basé à, je sais pas s'il est encore, mais pour moi il est à Innotex, donc c'est entre Roubaix et Tourcoing. Et il est intervenu, on l'a fait intervenir au Fashion Green Days, au Forum de la mode circulaire. Donc, tout à fait. Donc, en plus, même en local, il y a des super belles initiatives. Enfin, Oui, c'est oui. ça aussi qui est important. Ouais. C'est pas, voilà, il se passe des choses aussi sur le territoire, sur la base des savoir-faire qu'on a aussi et qu'on réutilise quelque part pour les remettre en valeur dans cette démarche-là, finalement. Tout à fait. Ah oui, non, mais je souscris tout à fait. Alors là, j'ai dressé le tableau un peu, j'allais dire, non, pas noir, parce qu'il faut savoir poser des constats pour agir. Moi, je crois, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans mon livre, c'était de dire, il faut savoir d'où on part, quels sont les problèmes pour pouvoir les solutionner. On ne peut pas juste dire, ah bah... Et puis souvent, quand on s'y penche, on identifie, par exemple, l'idée de la mode circulaire, très sincèrement, c'est pas pour me jeter des fleurs à moi-même. Évidemment, l'économie circulaire, c'est dans l'air du temps. Mais ceci dit, appliquer à la mode, de dire à un moment la solution pour rendre la mode plus responsable, c'est pas juste de te faire des leçons de morale sur il y a des enfants qui travaillent dans les usines. Oui, c'est grave. C'est pas juste parler du Rana Plaza qui a été un drame énorme, l'effondrement de cette usine au Bangladesh à Dhaka qui a fait plus d'un millier de morts. Oui, c'est gravissime. Mais tout ça est très important. Mais dire à un moment que la solution opérationnelle à court terme, c'est d'utiliser les principes de l'économie circulaire, boucler la boucle, éco-concevoir, vendre autrement et recycler, eh bien, ça, c'était novateur. Et de le dire et de l'affirmer et d'en faire un forum, c'était très important. C'est d'un seul coup, mais c'est parce que j'ai identifié le problème que j'ai pu dire ça. Si j'avais juste passé vite, j'aurais dit, il faut leur dire comment les gens sont maltraités, il faut faire un forum où on va dire que les gens sont maltraités, il faut faire un forum où on va parler des impacts, et puis on va présenter tous les jeunes créateurs formidables, qui sont formidables, mais moi, mon souci aujourd'hui, c'est que leur business model, que leur modèle économique soit rentable. C'est-à-dire qu'ils vivent. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui se créent chaque jour. Le sujet, c'est de dire qu'il faut que l'offre proposée corresponde aux attentes des consommateurs et que les consommateurs changent leurs pratiques de consommation pour soutenir ce genre de marque. Par exemple, un des changements à faire, c'est dans la façon dont on considère son budget vêtements. On considère son budget vêtements en se disant je sais pas, 100 € par mois, mais simplement, il faut savoir aujourd'hui que s'il y a un vêtement sur deux que vous ne portez pas, en fait, vous avez que 50 €. Et sur ces 100 €, si chaque mois, vous devez acheter un truc, vous dites, ce mois-ci, je vais m'acheter un pull. Voilà. C'est peut-être un peu beaucoup, 100 €. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont 100 € par mois. Mais bon, on va dire que c'est une moyenne. Enfin, c'est juste pas une moyenne, mais c'est juste un exemple. C'est un exemple. Et peut-être que je peux me dire, un pull chez Au Juste, qui vient de sortir les premiers pulls en laine mérinos recyclée, c'est 130 à 160. J'ai pas les moyens, quoi. Puis en plus, moi, j'aimerais bien en acheter plusieurs, quoi. Pour 100 €, je peux en acheter plusieurs. Dites-vous une chose, c'est regardez l'étiquette, votre pull acrylique que vous avez acheté, que tout le monde portera, généralement, que l'on rajoute des petits détails, des petits boutons aux manches, des trucs complètement ridicules. Bref, passons, qui sont des poids durs en plastique, c'est du plastique, encore une fois du plastique, on est en train d'étouffer avec le plastique. Et donc tout ça, vous pouvez réfléchir, vous dire, ce pull, il est bien, il est pas cher, j'en ai besoin, puis je vais pouvoir en acheter 3 couleurs différentes. Peut-être vous pouvez attendre un peu, commander un super pull chez Patine, qui a un truc superbe, qui soutient une jeune marque, qui a une histoire dont vous allez être fiers. Et je vous assure, quand vous allez le porter, il faut bien le choisir, il faut choisir quelque chose qui vous plaît, qui vous met en valeur, évidemment. Mais vous allez vous sentir... Enfin, moi, je fais cette expérience tout le temps. Quand je trouve des perles dans le seconde main, parce que je cherche... Moi, ça fait 6 mois que je cherche une veste. C'est obsessionnel. D'ailleurs, je pense que toutes les vendeuses... Parce que je cherche aussi dans le prêt-à-porter classique. Moi, je pense que quand on a vraiment besoin de quelque chose et qu'on va le porter souvent, c'est pas très grave si ça vient d'une grande enseigne. L'important, c'est d'être sûr que c'est de la bonne qualité, d'avoir une traçabilité, que le pays de fabrication soit à peu près correct. Ou alors, vraiment, si on choisit un peu... Bref, il faut être sûr qu'on va le porter. Mais bref, tout ça pour dire que
revenir aux jeunes créateurs, soutenez-les, quoi. Moi, je cherche aussi au maximum dans ces secteurs-là des solutions. Il y a toujours tout un foisonnement. Les expose au Forum de la mode circulaire. Maintenant, l'enjeu, c'est de changer d'échelle, de pouvoir faire en sorte que cette offre soit plus visible pour tous, que ces jeunes créateurs soient soutenus dans leur développement. Et qu'ils puissent devenir comment dire, devenir la solution première qu'on cherche quand on veut chercher un vêtement, en tout cas pour une partie des gens. Et du coup, pour un petit peu boucler la boucle aussi par rapport à ce qu'on disait au tout début, moi j'ai la sensation que quelque part le modèle de développement urbain, pour revenir aussi à l'urbanisme et à la consommation de façon plus générale, on voit sur la grande consommation le modèle des hyper qui s'essouffle complètement, que ça chahute quand même toutes les grandes enseignes de la grande distribution, et que quelque part, j'ai la sensation que les mentalités, enfin en tout cas que l'acte d'achat évolue, ne serait-ce déjà que dans l'alimentaire, qui est on a besoin de se nourrir, d'acheter des choses pour se nourrir, que les consommateurs de façon générale, même si j'aime pas les images, mais en gros, chacun est acteur aussi, on peut changer les choses en consommant, que ça se voit sur le modèle de l'alimentaire. Et je me dis, voilà, si sur ce modèle de développement avec les grands centres commerciaux, sur l'utilisation de la voiture en permanence pour s'y rendre, pour faire ses courses, l'achat en grande quantité, les promotions, etc., que ce modèle-là commence à s'essouffler, et que du coup, ce qui gagne l'alimentaire, qui est une nécessité, l'habillement aussi, mais quelque part, ça va finir par se boucler, quoi. Voilà, tout à la fois que ça soit sur l'aménagement urbain, en disant finalement ces grands centres commerciaux, c'est pas ça l'avenir. Il n'y a rien de tel que une boutique à taille humaine avec une personne qui a fait des choix, qui a pris un parti pris dans les vêtements ou dans les produits qu'elle propose, et que quelque part on revient là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est en tout. C'est vrai que je me suis un peu en plus emmêlé les pinceaux là, quand j'expliquais un peu autour de la jeune création ce qui se passe. En fait, on est sur des entreprises à taille humaine. C'est-à-dire que c'est ça qui est avantageux. C'est-à-dire qu'on a une offre de gens très diversifiés. Ça correspond aussi à une envie qu'on a d'avoir des choses peut-être différentes, uniques, pas forcément avoir la même chose que tout le monde. Et puis, avec une offre qui est souvent locale. On trouve ici dans la région, avec les quartiers des modes, plein de jeunes créateurs. On a aussi des gens qui vendent en digital, beaucoup. Donc on a un foisonnement d'offres. C'est vrai que le modèle des centres commerciaux, malheureusement pour les gens qui y travaillent, encore une fois. Moi, j'ai toujours le centre commercial de périphérie. Pour moi, c'est un non-sens. Je le dis, je vais peut-être me faire taper sur les doigts de le dire avec cette violence-là, mais c'est une abomination. Je le dis d'autant plus que moi, je suis pas du tout... ça me plaît pas. Je n'aime pas ça. Mais au-delà de ne pas aimer ça, c'est que j'ai grandi face à un centre commercial de périphérie, dans un quartier d'habitat social. Donc, je trouve que c'est vraiment ça. On a des gens en face qui ont perdu leur emploi dans des secteurs manufacturiers, qui ont face à eux un endroit où on propose 1 milliard de produits, qui crée le désir d'acheter en permanence, avec une frustration énorme. Et puis qui nécessite aussi la bagnole pour y aller. Ça, c'est aussi un modèle d'aménagement qui est complètement mortifère. Non, quoi. Donc, mais il faut voir comment on fait la transition, parce qu'aujourd'hui, les centres commerciaux vont très mal. Oui. Donc, on voit que c'est un système qui est en crise. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment ces lieux-là deviennent autre chose demain ? Donc ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, il faut y réfléchir. Et puis, il y a aussi les centres-villes qui vont mal. Les centres-villes ne vont pas bien, parce que on a de plus en plus d'achats qui se font en ligne, parce que les centres commerciaux de périphérie les ont vampirisés. Et comme le gâteau y est moins gros, puisque les gens déconsomment, notamment en matière d'habillement, ils achètent moins de vêtements neufs, plus de vêtements de seconde main, eh bien... le gâteau est moins gros, et donc, comme les marges ne sont pas non plus exponentielles,
les bénéfices, j'ai dit, beaucoup de choses sont vendues en solde, etc. Donc tout ce modèle est en train de se miter de partout et on voit que ça ne marche plus comme ça. Donc moi je crois que effectivement tous ces réseaux de solutions, que ce soit les Fab Labs, les Repair Café, les ateliers de couture, le do it yourself, les trocs, les vide dressing, les magasins de seconde main, toute la jeune création, tout ça doit faire système pour devenir quelque chose qui se substitue. Et notamment, avec moi, je pense qu'il faut garder du physique, c'est important. Des lieux physiques. Là, par exemple, à Lille, il y a un magasin qui s'appelle Slow Mode, qui est monté par une copine, Justine Dirier, c'est un bon exemple. Là, elle ouvre son magasin dans le centre-ville. C'est très bien. Je pense que pour continuer cette dynamique-là, moi, j'adore ces marques, la créativité, je l'ai dit, de la mode responsable. Parce que les gens, quand ils commencent à créer, ils cherchent des solutions. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça. J'avais au bout de la langue tout à l'heure. C'est qu'ils partent, ils s'intéressent aux matières premières. Eux, ils partent de la matière. En fait, ce qui a été mortifère aussi dans l'évolution de l'industrie de la mode, c'est que finalement, on a déconnecté la création, la conception de la matière première, de la manière dont elle a été exploitée, dont elle a été développée, dont elle a été transformée. Le métier, c'est plus que vendre, et concevoir quelque chose qui est dans l'air du temps et qui correspond à l'identité de la marque. Moi, je trouve que ce qui est chouette dans toutes ces démarches créatives, c'est justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette démarche qui consiste à vraiment se poser la question de en quoi je vais faire mes produits. En fait, tout est intégré. En quoi je vais faire mes produits, quel type de produits, comment je les vends, à qui je les vends, comment je raconte mon histoire, tout est intégré. En fait, c'est très humain. Et c'est une mode vivante, en fait. Parce que la personne, elle raconte son histoire, elle raconte une histoire. Des fois, les gens, ils entreprennent pour faire des vêtements en lin parce qu'ils viennent de Normandie, qu'ils avaient des champs de lin autour d'eux, qu'ils trouvaient ça très beau. Enfin, voilà. C'est cette reconnexion à la terre ou à la matière première qui, moi, me semble... Et au savoir-faire, surtout au savoir-faire de confection, qui est très intéressante. Les récupérables, Gaël Constantini, pour le upcycling, pour récupérer des choses qui étaient des déchets, il est sublime pour en faire des choses qui deviennent du prêt-à-porter pour les femmes. Il y a des tas d'exemples comme ça, des tas d'exemples ultra créatifs, ultra aspirants. Alors on peut dire, mais c'est pas ça qui va sauver la planète. Non, mais il faut arrêter de penser qu'il y a un gros truc magique. Il n'y aura pas une baguette magique où on va tout transformer d'un coup. C'est l'assemblage de solutions, c'est-à-dire très moderne, c'est organique. Ça n'est plus des choses mécaniques, techniques seulement qui vont sauver. Bien sûr, la technique, on en a besoin, mais c'est un outil, la technique. L'important, c'est le vivant, c'est l'intention, la vision qu'on a et comment on veut préserver l'humanité demain et préserver nos conditions de vie aussi aujourd'hui. Et une dernière chose sur cette notion justement d'assemblage des solutions, c'est que moi, je crois aussi à la transformation des enseignes. Je crois aussi que des grandes enseignes qu'on connaît aujourd'hui, notamment françaises, sont en train de se réinventer. Tu en as parlé tout à l'heure en parlant d'exemples, d'affichage, d'initiatives environnementales. Moi, je pense qu'il ne faut pas bouder ça. Bien sûr, on peut dire c'est eux qui ont fauté, c'est eux qui ont fait ça. Ça ne sert à rien. Il faut se tourner vers demain. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Il y a des nouvelles alliances qui vont se créer. Parce qu'il y a des alliances inédites entre la jeune création, entre les chercheurs, les pouvoirs publics et les entreprises qui vont se créer. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Une entreprise, par exemple, comme Groupe Eram qui lance la location de chaussures, c'est super. Il ne faut pas bouder son plaisir de se dire c'est super. C'est un nouveau modèle de consommation et qui est vraiment qu'ils ont pensé de A à Z pour qu'il ait un vrai impact positif du point de vue environnemental et économiquement. En plus, ça marche. Parce que si les solutions ne marchent pas économiquement, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est clair. Parce que, voilà, donc du coup, puis un deuxième exemple, quand CA investit pendant 10 ans pour créer des matières compostables et qu'ils font un travail de recherche et développement, puis un travail avec leurs fournisseurs qui sont en Asie du Sud-Est, pour que l'usine avec laquelle ils travaillent devienne spécialisée dans le tissage et la production de ce type de produits, donc des t-shirts et des jeans compostables, c'est-à-dire qu'on le met au compost, ça revient dans la terre. Et quand on fait le bilan, il n'y a pas de matière, de substances dangereuses, etc. C'est bien sûr quelque chose qui ne nuit pas à la planète et à nous-mêmes. Eh bien, ça, CA
c'est quand même, on peut applaudir quand même. Moi, je ne veux pas bouder mon plaisir de me dire, ces entreprises-là, leur capacité d'investissement, leurs infrastructures, on en a besoin. Oui, elles peuvent avoir un impact. Et leur savoir-faire, parce que c'est un clair. savoir-faire aussi de faire du business. Et c'est pas négatif de dire ça, parce que l'économos, c'est l'organisation de la société. Et on peut dire demain, on va faire qu'une société du troc, sauf qu'on n'a jamais trouvé mieux qu'un mode d'échange marchand pour pacifier la société. Parce qu'avant, les gens, celui qui avait la plus de force physique, qui s'appropriait le bien d'autrui, c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, on peut gagner son argent, l'utiliser pour acheter des choses, pour commercer avec autrui, sans forcément que ça n'intervienne la violence. Donc moi, je crois que l'organisation de la société, l'économos, c'est bien. Enfin, il faut penser en termes économiques, en termes d'organisation de la société. C'est un mode de régulation des relations sociales. Et donc, si ça marche du point de vue économique, c'est-à-dire que ça devient un mode, quelque chose qui trouve sa place et peut se développer. Et donc, il faut que ça marche. Donc voilà, du coup, je dis, il faut l'alliance de tout. C'est-à-dire que les grands apportent leurs moyens, leur savoir-faire, leur infrastructure, qui collaborent avec les plus petits. C'est le cas, hein. Quand vous avez des pages dans le magazine de la Redoute avec des jeunes créateurs, moi, je trouve que c'est bien. Quand vous avez des Galeries Lafayette, par exemple, qui fait une bourse aux jeunes créateurs, qui référence dans ces magasins des marques de mode responsables avec leur programme Go for Good, oui. Et on peut dire greenwashing, c'est fait semblant, tout ça. Ouais, mais c'est déjà ça. Voilà. Ouais. Alors, la politique des petits pas, c'est fini, c'est vrai. Mais là, c'est plus petit pas. Quand Go for Good, c'est des étiquettes partout dans le magasin. Ouais. C'est un programme d'action qui a lieu tout le temps, qui s'inscrit dans le temps. Ça va pas être juste un petit pas. Ça va plus loin. Il faut au contraire, c'est un premier pas. Donc voilà. Donc là, même parfois, certains, comme je l'ai dit pour CA, c'est pas qu'un premier pas. Là, c'est un pas. Moi, quand j'ai découvert toute leur stratégie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi. Monoprix, alors je cite des marques, je le fais jamais, mais donc je vais peut-être pas le faire trop, mais quand ils disent, ouais, notre objectif, c'est passer tout en coton bio, voilà, moi, j'observe ça et je me dis, bon, comment, et puis pareil, il y a des collaborations, quand Monoprix collabore avec Maison Château Rouge, c'est sympa. Je pense que c'est un coup de boost pour ces créateurs-là. Ouais, c'est clair. Qui racontent une histoire en plus. Château Rouge, c'est Paris, c'est le Paris, afro. Ça raconte tout un truc. Mais oui, mais voilà, c'est sympa. Alors bien sûr, c'est branché, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà, j'ai envie que ça vive en fait. Cette alliance, alors il faut des pouvoirs publics engagés, des réglementations plus strictes, des entreprises engagées qui respectent les lois, qui respectent les droits humains, qui s'engagent vraiment, des collaborations, des initiatives et de la désirabilité pour que ce changement ait lieu. Et du coup, le temps passe. Voilà, c'est clair. Et j'avais 3 petites questions qui sont un peu rituelles dans la boussole. La première, alors j'ai compris que tu n'avais pas forcément de journée type, mais en gros, un rythme dans ta journée, je sais pas, tu te lèves à quelle heure? Est-ce que tu as besoin de beaucoup de sommeil? Est-ce que, comment tu t'organises tes journées? Est-ce que tu as une petite routine le matin, une petite routine le soir, et puis le reste de la journée, en fait, c'est un petit peu aléatoire selon les conférences, les rendez-vous que tu peux animer ou avoir dans la journée? J'ai pas de journée type, ça c'est moins qu'on puisse dire. Non, je me réveille toujours vers 7 heures. Voilà. J'ai besoin d'un nombre d'heures de sommeil tout à fait raisonnable. Je suis plutôt une couche tôt. Généralement, du coup, ça me fait rêver plus tôt. En gros, quand je me couche à 1h... Quand je me couche entre 23h et minuit, je me réveille vers 7h. Ce qui me semble tout à fait correct. Le matin, je bois mon café, ce qui est un peu l'étape avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. Et tout dépend. Si j'ai des rendez-vous tôt le matin, entre 8h, 9h, je me speed et bon, voilà. Sinon, je dépose mon fils à l'école, je rentre chez moi si je travaille chez moi, je me mets derrière mon ordinateur. Je fais des choses tout à fait classiques et généralement, j'ai plutôt des rendez-vous à l'extérieur. Sinon, une partie du temps, je vais à Plateau Fertile à Roubaix, qui est l'atelier de confection qu'on a monté avec l'association Nord-Créa et qui est aussi un espace de coworking et où se passe un peu toute la vie de l'association. Et je vais aussi chez Smart puisque je suis en coopérative d'entrepreneurs, donc de temps en temps je vais travailler là-bas. Et sinon je vais travailler
parfois, voilà, dans d'autres lieux quand j'ai besoin de prendre l'air. J'aime bien travailler dans les cafés, surtout quand j'ai besoin d'écrire. Et puis, je passe un peu de temps à Paris, donc j'y vais de temps en temps. Voilà. Je fais souvent des allers-retours express, parce que même si avant, j'aimais beaucoup passer du temps dans cette ville, maintenant, j'ai moins le temps. Donc je fais... Voilà, et puis ma journée se passe un peu de manière aléatoire. D'accord. Mais ce qui est chouette aussi d'avoir la liberté d'être slasher, qui est une contrainte parce qu'on a beaucoup de responsabilités qu'on porte seul, mais qui est aussi une liberté. Une liberté, c'est que si j'ai envie de lire un livre à 11 heures, je lis un livre, quoi. Et ça, c'est bien. Si j'ai besoin de souffler, je vais voir une copine voilà, je déjeune avec des amis. Voilà. Bon, je passe quand même beaucoup de temps seule, et avec le temps, c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette solitude. J'aime bien avoir une ou deux journées, pas complètes forcément, mais des parties de journée où je suis vraiment seule. Voilà, seule. Voilà, une espèce de bulle. Un peu la chambre à soi de Virginia Woolf, quoi. Voilà, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Donc, mais il faut faire attention parce que des fois, on a tendance après à être un peu ours, quoi. Mais non, mais ça va. Ouais. Ça va. Donc là, c'est un peu mon objectif de l'année, de me donner un rythme plus collectif quand même. Un peu moins de travail solitaire. Je communique évidemment, quand je dis seule, j'ai plein de coups de fil. J'ai aussi plein de coups de fil. J'ai des coups de fil et des mails. Et donc, je ne passe ma journée à écrire à des gens et à répondre à des gens. Enfin, c'est pas ça. Mais bon, je pense que ça, c'est un des trucs... Parce que je pense que ça stimule plus et puis voilà, j'en ai très envie. J'ai très envie d'avoir plus de vie sociale au quotidien. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'aime bien aussi avoir une recommandation, soit un livre, soit un film. Donc, soit un livre, par exemple, que tu offrirais souvent, ou un livre que tu aurais lu dernièrement qui t'a passionné et que tu voudrais partager, ou un film que tu aurais été voir. Alors, les livres que j'offre souvent... un livre que j'ai beaucoup offert, c'est François Cheng. Oh là là, l'éternité n'est pas de trop. D'accord. Voilà, l'éternité n'est pas de trop. C'est vraiment des romans époustouflants. Le dernier que j'ai lu, c'est L'art de perdre de Alice Zenittar. Je l'ai lu très en retard, mais je l'ai lu quand même. Et puis, par exemple, un livre comme Cœur Soufi de Elif Shafak. Voilà. Mais moi, je suis une amoureuse de littérature et j'aime beaucoup tout ce qui a une part aussi un peu de recherche de soi, en fait. Et de plus en plus, et je pense que de plus en plus, c'est un sujet qui deviendra central dans les logiques de transformation de la société. Je crois que le fait de se changer, d'arriver à trouver cette transformation intérieure, ça doit se faire dans un aller-retour, mais cet aller-retour entre se transformer soi et transformer le monde, se transformer soi et transformer le monde. Quand je dis transformer le monde, c'est transformer la manière dont je vis, la manière dont je rentre en relation avec les autres, la manière dont je travaille, transformer mon entreprise. Cet aller-retour-là, il va devenir de plus en plus indispensable parce que l'homme est habité par plusieurs tensions, dont deux essentielles. L'une est l'autodestruction et la destruction. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais on est comme ça. et la deuxième, c'est... je commence à fatiguer. Oh, mais c'est fou. Celle-ci, c'est l'essentiel. J'ai un trou. J'en parlais hier encore. Ah oui, mais oui. Donc, en fait, l'homme est habité par ce principe essentiel un peu d'autodestruction et destruction, parce que c'est vrai que c'est quand même fou qu'une espèce détruise son environnement naturel, créer les conditions de sa propre mort. C'est un peu suicidaire, donc on est tous suicidaires collectivement.
Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Avant de dire on va sauver la planète, il faudrait comprendre pourquoi on n'arrête pas de se suicider. Enfin, en fait, on ne va pas sauver la planète déjà, on va sauver essayer de sauver l'humanité et sauver sauver les personnes finalement. Oui, voilà. En fait, je vais reprendre, mais en fait, la question étant de se demander comment on crée les conditions pour que l'humanité puisse continuer à vivre. Ce qui est fou, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà se poser la question de pourquoi l'humanité se suicide collectivement et par quel ressort. Et soigner ces ressorts-là, c'est-à-dire se dire il faut que l'humanité et l'homme à titre individuel arrêtent cette logique d'autodestruction. Eh bien, je trouve que c'est essentiel. Et donc, je m'intéresse beaucoup dans la littérature à tout ce qui tourne autour de ça aujourd'hui, parce que je pense que c'est un peu... ça va nourrir aussi les plans d'action futurs. Même y compris quand on parle de mode, les messages qu'on passe, tout ça. Bien sûr. Et la dernière question, donc, le podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça montre le nord. Et à qui ou à quoi tu aurais envie de montrer le nord ? À qui ou à quoi j'ai envie de montrer le nord ? À montrer le nord au sens physique ? Physique ou figuré, tu vois, juste montrer la direction, une autre direction. À qui j'aurais envie de montrer une autre direction ? Ouh là là, pouf. Je sais pas en fait, parce que moi je sais pas si je connais la direction. Je suis pas capable de dire je sais. Je crois, j'ai des convictions fortes sur un certain nombre de choses, mais c'est la notion de savoir où on doit aller. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent quand même où on doit aller, mais qui n'y arrivent pas. Parce que, je l'ai dit, on a une tendance à l'autodestruction et puis à la distraction. Les deux étant mélangés, ça fait des cocktails assez explosifs. Donc, autodestruction et distraction, ensemble, c'est un peu chaud. Donc c'est plus ça, on y pense et on oublie. Moi-même. Je pense que c'est ça. Moi, je veux... Si on se met en chemin, et moi, j'ai l'impression d'être en chemin, et j'ai envie de ne pas perdre mon chemin, et c'est plutôt à moi-même. Je pense que ce qui est déterminant, c'est de partir de soi. Déjà, si nous, on arrive à suivre ce chemin et à ne pas se laisser distraire ou à ne pas s'autodétruire, c'est super. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas suicidaire. Je veux dire, quand je dis autodétruire, c'est... on se laisse distraire. En fait, c'est ça, c'est que on sait ce qu'il faut faire. On sait précisément. On ne va pas cesser de détourner, en fait. Mais on n'arrive pas à ce que ça imprègne le moindre tous nos actes, toute notre façon d'être, toute notre façon de vivre. Alors que c'est ça dont on a besoin. Et notre façon de travailler, notre façon d'entreprendre, etc. Et je parle à titre individuel dans toutes les... D'ailleurs, le prochain World Forum a pour thème Ego Imperium, donc la puissance d'agir. Et je crois que c'est ça. Il faut essayer de trouver les leviers pour développer cette puissance d'agir dans le bon sens. Et donc, à qui j'aimerais montrer le Nord, ou plutôt garder le Nord, c'est à moi. Et enfin, est-ce que tu aurais une personne à me recommander et de rencontrer dans le cadre de ce podcast ? Oui, j'en ai une, Annick Jeanne, qui est une femme qui était directrice de l'offre au printemps, donc qui a une grande carrière, au sens figuré, grande carrière dans le monde de l'industrie de la mode, qui a pris l'initiative de créer l'association Nordcré quelques années, mais qui ne fait pas que ça, puisqu'elle a une entreprise de formation à la mode durable, au travers de MOOC, donc de formation en ligne, et puis qui a toute une histoire qui est passionnante sur ce sujet. Et une autre, c'est Isabelle Delannoy, qui vient de s'installer dans la région. D'accord. Et on a beaucoup de chance parce qu'Isabelle Delannoy s'est installée à Roubaix. Isabelle Delannoy, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'économie symbiotique, et qui est la fondatrice de cette notion, et qui est une notion passionnante, et c'est une femme passionnante. Eh bien, je te remercie beaucoup, Majdeline. Merci pour ton temps et pour cet entretien qui, en tout cas, moi, m'a passionnée. Merci. Merci. J'espère que ce 3e épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule et tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie
et vous donne rendez-vous le 14 octobre pour un nouvel épisode de La Boussole.